Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Ça va très bien, Mehdi El Kanafi. Comment toi tu vas ? Comment vous allez-vous ? Ça va plutôt pas mal, hein. Bon, il y a des maladies, hein. Là, tout le monde n'est pas au top, c'est pour ça que là, nous sommes seuls pour livrés à nous-mêmes. Si l'image est dégueulasse ou le son pourri. Voilà, Ken, on t'embrasse, on te fait la bise à Ludo aussi. Au programme du jour, on va parler de philosophie. Alors non, hein, Damien ne va pas nous remplacer dans Red Alert, mais on va parler de philosophie de jeu, et plus précisément de jeux PC, et on va faire ça par le prisme d'une sortie récente, le jeu Artspace Shipbreaker. C'est pas évident à dire, donc du coup c'est chouette, c'est le jeu que j'ai choisi. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous allons revenir sur l'avalanche d'annonces de CD Projekt. Et alors on a eu droit à du The Witcher, du Cyberpunk, une promesse d'une nouvelle IP, des suites, des DLC. Ça spoil. Trop de trucs. Mais restez avec nous, Nico, tu vas nous faire le résumé complet. Vous retrouverez bien entendu l'interlude Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur l'émission numéro 13, dans laquelle nous parlions déjà de la fin de Google Stadia. Oui, en février 2020, déjà, on affirmait la fin de Stadia, sauf que la vraie fin aura lieu en janvier prochain, le 18. Et Nico, là, tu te tapes une double chronique, tu vas nous faire aussi un gros point là-dessus. Nous sachions, à l'époque, comme on dit, nous savions que c'était la fin de Stadia. Donc ça va être un retour sur un peu costaud, hein, je préfère vous prévenir, parce que tu as dit, l'annonce allait tomber en fait juste après l'enregistrement de l'émission de la semaine dernière, donc La fin programmée du service Stadia pour le 18 janvier 2023. Et pour le coup, personne n'a vraiment été surpris, hein, et on est déjà même tous passés à autre chose. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait une chronique, même si ça va avoir la couleur, vous allez voir, parce que ça me semblait quand même important d'y revenir dessus. C'est quand même un événement pas anodin, et donc j'avais envie de vous en parler, quoi. Donc on a fait ce point dans le Red Alert 13, donc je vais revenir rapidement sur les faits. On va passer quand même assez vite là-dessus. Est-ce qu'on disait des bêtises ? Finalement, non, je le trouvais plutôt clairvoyant, donc. Top 3 mauvaise foi. Donc juste quelques rappels, hein, quand même, faut se dire, lancement de Stadia, ça remonte au 19 novembre 2019. Ok, quand même. Donc c'est pas si vieux, ouais. On arrive à peine aux 3 ans du service. On avait aussi l'annonce de la création du studio de Montréal, mené par Jed Raymond, on le savait, en octobre 2019, donc un mois avant le lancement, c'est important. Et la création de leur studio de Los Angeles en mars 2020. 4 mois après le lancement. Donc là, déjà, premier souci, quand tu crées tes studios, donc qui s'appelaient les Stadia Games and Entertainment, chargés d'apporter du contenu à ta marque, à ton service, et quand tu les crées après le lancement de ton service, c'est quand même un petit peu bizarre, un petit peu un choix particulier. C'est une stratégie bizarre ils étaient vraiment en contretemps d'abord créer les studios qui vont alimenter un jeu, la plateforme que tu vas ouvrir, ils ont fait ça un peu à l'envers. Et ces studios-là, depuis l'annonce de leur fermeture en janvier 2021, donc c'était il y a plus d'1 an et demi. Un peu moins. On savait que c'était terminé pour Stadia, en fait. On l'avait tous compris, et on va pas se mentir, mais si Google a attendu, laissé passer plusieurs mois avant de kill définitivement le projet comme aujourd'hui, c'était uniquement une histoire de pas perdre la face complètement, pour ne pas se dire que Google a tué Stadia en 1 an et demi. Ça aurait été pas très sérieux là-dessus, quoi. Donc vraiment, il s'agissait d'une question d'image, et je pense que nous n'étions pas dupes dans ce Red Alert-là à l'époque. Donc la seule réserve qu'on avait déjà dans ce podcast, c'était de se dire comment ils vont faire pour l'argent dépensé par les gens. Okay. Et là-dessus, Google a apporté une solution, on va dire presque surprenante, tellement que ils discriminent pas. En fait, ils vont rembourser les gens. Donc rembourser les accessoires que tu auras payés pour la machine, ou rembourser même les jeux que tu auras achetés. Donc tu rembourses pas la location du service, le coût du service, oui. Parce qu'évidemment tu t'en es servi, donc c'est logique. Mais voilà, si tu as acheté ta manette et ton Cyberpunk il y a 1 an et demi, tu auras fait le jeu sur Stadia et on va tout te rembourser, donc là-dessus c'est cool. Mais attention, Google, s'ils font ça, c'est pas parce qu'ils sont sympas, c'est parce que c'était la seule solution pour ne pas s'aliéner tout le monde. Parce que là, tu défonces ton service aussi vite et tu laisses les gens sur le carreau. Je pense que là, Google aurait vu son nom entaché pendant 10 générations. Alors que finalement, l'annonce s'est faite la semaine dernière, on a déjà tous oublié. Stadia, ça va rejoindre la commode avec les 3DO, avec tous ces trucs-là. Et on va tous passer à autre chose, donc finalement, ils s'en sortent pas mal. C'est vrai, mais c'est une stratégie qu'ils ont pu appliquer parce que c'est Google. Ça me rappelle un petit peu ce que Microsoft avait fait avec Xbox 360 sur le Red Ring of Death, c'est qu'ils avaient pas cherché à capter. Ils avaient dit, ok, envoyez-nous la console. Je crois qu'ils regardaient même pas où tu l'avais acheté, ni quoi, ni comment. C'est tu balançais ta console, ils te l'a remplacé. C'était, sans commune mesure d'un move SAV incroyable. Là, c'est un peu pareil, mais comme tu l'as dit, c'est qu'ils avaient pas trop le choix, mais ils avaient aussi les moyens de le faire. Exactement, et c'est vrai que d'autres marques moins fortes n'auraient peut-être pas pu s'en sortir mieux. Donc on va voir pourquoi Stadia ça s'est planté finalement, et je pense qu'il y a 3 points qui sont assez évidents et qui ont déjà été quand même pas mal commentés. Donc tout d'abord c'est l'échec du modèle économique, À mon avis c'est l'erreur la plus importante, parce que
Stadia, pour rappel, s'articulait autour d'une offre gratuite qui était limitée, tu pouvais pas jouer à ton jeu en 4K, etc. C'était plutôt le minimum syndical, et d'un abo payant. Donc l'abo payant te donnait l'accès aux jeux sur Stadia dans la meilleure qualité, donc comme sur nos consoles en gros d'aujourd'hui, et en plus tu avais accès à certains jeux offerts comme dans tous les services qui ont lieu aujourd'hui. Et en plus de ça, évidemment, il fallait payer plein pot pour le jeu que tu voulais jouer. Donc tu voulais jouer à ton Cyberpunk, il fallait payer 70 balles ou 60 balles, je sais pas combien il était, pour te l'acheter. Or, on est quand même dans un monde où on se rend compte que dans les offres d'abonnement, quand tu achètes un jeu, faut mettre des guillemets parce que finalement, c'est plus une location en fait. Il ne t'appartient jamais. Et on le voit dans le cas de la fermeture du service. Là, tu vas être remboursé, donc c'est plutôt positif. Mais il arrive que des services où tu as acheté quelque chose, de la VOD ou autre, si le service ferme, t'as perdu ton film, même si tu l'as payé, quoi. Et aujourd'hui, faire payer un full price comme ça, c'est compliqué parce que t'as la barrière d'entrée, en fait, où t'es même pas tenté d'aller te connecter au service juste pour voir, tu vois, pour essayer. Oui. Parce que tu sais que t'as quand même la barrière du prix qui est pas négligeable là-dessus. Et à l'heure d'aujourd'hui où sur le Game Pass ou sur Netflix, tout le monde est habitué à payer un abonnement mensuel pour accéder à un contenu sans entrave, un contenu assez déjà énorme, et sans entrave, c'est-à-dire que tout ce qui est dispo, tu peux y accéder d'un clic, c'est comme ça que ça marche. On se rend compte que c'est ça qui posait problème. Donc c'est pas pour dire que le modèle de Google n'était pas bon, parce que peut-être que économiquement c'était le plus pertinent. On sait que les devs, a priori, c'était le service sur lequel ils gagnaient le plus d'argent aussi. Oui, c'est vrai. Et peut-être que c'était aussi le moyen de financer donc et le service et les devs en même temps. Donc finalement c'était peut-être un choix stratégique pas si con que ça. Mais aujourd'hui, il est tout bêtement déconnecté de la réalité. C'est là où on voit le delta entre la réalité, finalement, et le côté pragmatique. Mm-hmm. Il y a peut-être un décalage là-dessus. On sait que Xbox, s'ils ont une offre aussi attractive, comme on le sait, c'est parce qu'ils ont les poches bien remplies. Et qu'on l'a dit, le Game Pass est sous-évalué aujourd'hui. Et même Disney+, ils l'ont avoué, là, l'offre de lancement, le prix actuel de l'offre était complètement sous-évalué. Et petit à petit, avec le nombre d'abonnés, ils vont faire grimper le prix. C'est la stratégie 101, la plus évidente. Deuxième point, c'est l'échec de la stratégie globale de Google avec Stadia. Donc vraiment, le plus gros souci, c'est le manque de contenu différenciant, tout bêtement. T'as aucun jeu exclusif, ou très peu, et c'était pas souvent des jeux très engageants, c'est souvent des petits jeux pas très très connus. Mais aussi dans les fonctionnalités, donc on te rappelle, je sais pas si tu te rappelles, dans la conférence de presse initiale de Stadia, on nous a promis moult fonctionnalités, c'est vrai, oui. Avec notamment même les streamers qui pouvaient inviter les gens à jouer dans leur service. Enfin, très communautaire. Il y avait plein de choses où tu pouvais jouer à plusieurs en partageant l'écran, machin. Comme YouTube et AE. Ouais. Il y avait des synergies qui étaient intéressantes, c'est pour le coup logique, comme tu l'as dit, avec YouTube. Finalement, on n'a jamais vu la couleur de toutes ces promesses-là. Et à ce compte-là, comment donner envie aux gens d'utiliser un service s'ils n'apportent rien, en fait, tout bêtement. Donc là-dessus, c'est quand même la première étape pour donner envie aux gens d'essayer, d'apporter quelque chose de différent, ce que Google Stadia n'a jamais pu faire. Le troisième souci, à mon sens, c'est l'échec de la techno. Alors là, ici, je parle pas de la technologie de streaming en tant que telle, à destination des consommateurs, qui, pour le coup, de ce qui se dit, que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais de ce qui se dit, est plutôt pas mal, même plutôt à la pointe dans le domaine. Le retour était bon, ouais. Mais c'est plutôt quand on écoute les témoignages des développeurs, en fait, on se rend compte que pour proposer une version Stadia de ton jeu, tu devais en fait créer une nouvelle version quasiment de zéro, en fait. Tu pouvais pas prendre ta build par exemple PC et la basculer sur Stadia de manière un peu facile. D'accord. Donc là-dessus, c'était un choix de Google initial qui créait en fait des contraintes pour les éditeurs qui les engageaient pas à aller sur ce service-là. Google l'a compris et a donc décidé de payer pour avoir ces jeux-là sur leur service. Et on s'est rendu compte là aussi qu'ils payaient à prix d'or. Et selon Schreier, on parle de dizaines de millions de dollars par jeu pour avoir une version Stadia. Donc, par exemple, Assassin's Creed Odyssey ou Red Dead Redemption 2, les éditeurs ont été payés des dizaines de millions. Donc, je vais pas dire que c'est le prix d'un jeu, mais on s'en rapproche. Juste pour avoir ce jeu-là, donc c'est même pas une exclu, c'est juste pour avoir aussi ce jeu sur le service, quoi. Après, ils avaient pas le choix non plus, dans le sens où, en fait, ils ont ouvert des studios bien trop tard, ils pouvaient pas avoir des exclusivités à temps, donc avec un portefeuille bien rempli, tu peux néanmoins négocier avec Rockstar ou Ubisoft. Ce qui démontre quand même un sens des priorités pas très très clean là-dessus, donc... Oui. Au bilan, quand même... Oui. Non, mais savoir, est-ce que c'est vraiment par méconnaissance qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils se sont dit, allez, on se lance dans le jeu vidéo? Enfin, j'ai du mal à croire que les mecs chez Google, même s'ils sont pas dans l'industrie du jeu vidéo, ils arrivent en disant tiens, j'ai une idée, on va se lancer dans le streaming et le jeu vidéo. Allez, ça va s'appeler Stadia. Ah mince, il faut des studios. Allez, on ouvre des studios. Est-ce que c'est vraiment... Alors, dans la théorie, je suis d'accord avec toi, mais dans les faits, tout montre que ça a été fait un peu à la zob, quoi. Donc, je pense que d'ici un an, on aura un article de Kotaku ou quoi, un breakout, on est allé récupérer, discuter avec tous les gens
impliqués, on en saura peut-être un peu plus. Il y a certainement des contraintes dont on n'a pas idée aujourd'hui, peut-être avec, je sais pas, le président de Google qui a imposé des choses un peu absurdes ou j'en sais rien. Faut se dire aussi que Google n'a pas forcément de culture jeu vidéo, hein, donc c'est peut-être pas évident non plus là-dessus. Mais en tout cas, le bilan, ça reste quand même que tu as eu le lancement et une fermeture d'un service en même pas 3 ans. Et donc, un truc plein d'ambition qui a coûté énormément d'argent et qui kill aussi rapidement. Et encore 3 ans, c'est qu'on tire au mieux, parce que le service, il n'existe plus depuis 1 an et demi, quoi. Donc, alors là aussi, on n'a jamais eu vraiment de déclaration officielle sur le nombre d'abonnés à Stadia, mais si ça fermait aussi vite, il n'y a aucun doute que c'était vraiment famélique. On parle de 40 000 abonnés au service, ça reste donc à confirmer. On connaît personne. Mais 40 000 abonnés... Qui est abonné. Tu connais quelqu'un ? Non. Je connais personne non plus. 40 000 abonnés, c'est, je sais pas, ça doit être les abonnements de Salto sur France Télévisions. Enfin, je pense que même s'ils sont plus... C'est dur, je pense que c'est plus. Hein. Donc c'est vraiment un échec tonitruant là-dessus, quoi. On se posait aussi la question concernant Phil Harrison dans ce fameux raid alert. Le boss de Stadia, c'était soit le mec le plus malchanceux de l'industrie, soit un bon gros loser. Je pense qu'on a quand même notre réponse aujourd'hui. C'est vrai. Parce que, je me souviens, on avait de la retenue là-dessus. Parce que, on sait qu'il est passé par PlayStation pendant l'ère PS3, qui était la moins fringante de la marque, par l'ère Xbox One, qui était aussi la plus contestée. Il est passé par Atari. Enfin, il est jamais dans les bons coups, donc il y a un moment, la foudre ne frappe pas 4 fois au même endroit. 4 fois, mais regarde, un autre chat noir, c'est Jade Raymond, Jade Raymond faisait partie de l'expérience Stadia et qui est parti finalement. C'est vrai, mais ça a l'air de plutôt bien se passer pour elle maintenant. Donc, elle est chez Even. Chez Even et chez Sony, donc elle est peut-être sortie de cette Exactement, elle a été rachetée. Infernale. Donc on en parlait, Google a quand même fait montre, à mon sens, d'une improvisation un petit peu totale là-dessus. Oui. À voir, comme on l'a dit, si c'était pas c'était pas dû à des facteurs extérieurs. C'est trop le bon mot, je trouve. Improvisation. J'ai l'impression qu'ils ont improvisé. Ouais. Et ça montre surtout que ce marché du jeu vidéo, qui est si appétissant, qui dégage tellement de thunes, c'est pas si facile que ça d'y rentrer dedans, et que l'argent seul ne peut pas permettre d'y rentrer, ce qui est quand même plutôt encourageant, je trouve, parce que bon, c'est quand même... On voit qu'Amazon aussi, son service Luna, ils sont prévenus, donc... Mais je trouve qu'ils font quand même les choses avec un peu plus d'humilité que Google, tu vois, un peu en sous-marin, petit à petit. Essaye d'abord de construire ton service et d'atteindre un niveau suffisant avant de te lancer à grand renfort de communication. En tout cas, on a quand même vu aussi un truc à noter, c'est que les devs, notamment les devs qui développaient sur Stadia, ils n'ont pas été mis au courant de cette fermeture. Ils l'ont eu su en même temps que tout le monde. En interne, il y a eu un mémo 45 minutes avant l'annonce, donc déjà, ça reste pas très... ils sont pas prévenus tellement en avance. Et les studios partenaires l'ont appris donc en même temps que nous, et on a vu sur Twitter un des devs se dire « J'ai mon jeu qui sort dans 2 jours sur Stadia, je viens d'apprendre que le service allait fermer. » quoi. Donc ça pose quand même aussi des questions sur la façon qu'a Google de traiter les gens, mais bon, bien sûr. Là-dessus on va pas se leurrer, on sait comment ça marche. Ça montre vraiment un manque d'élégance absolu, mais ça rejoint aussi d'autres sujets. Imagine si ça avait été appris dans un leak, ce qui aurait été... c'est pour ça aurait été une catastrophe. C'est pour ça qu'ils gardent ça sous le coude. C'est compliqué, c'est pas évident, mais bon, c'est un manque d'élégance, ça c'est clair que c'est vraiment pas cool. On peut se poser une question maintenant, quid de l'avenir du cloud ? C'est pas évident à dire. Parce que un service comme Google qui avait fait son offre du 100% cloud, pas d'alternative ni rien, on pourrait se dire bon mais c'est pas bon signe, le cloud c'est dead, ça prendra jamais. Pour moi, je trouve que c'est l'échec de Google n'est pas l'échec du cloud. Depuis le lancement de Stadia, on a quand même eu des services comme GeForce Now ou justement le cloud de Xbox qui se sont largement développés. Et ça semble aller dans le bon sens là-dessus. On a même PlayStation qui a remis un peu son offre cloud qui était un peu sous le radar au cœur de son offre avec ce rebranding du PlayStation Plus. Donc malgré tout, j'ai l'impression que l'installation dans les têtes du cloud gaming, elle a progressé en 3 ans, malgré tout, tu vois. Et le Covid, il a fait que aller dans ce sens-là aussi. Donc j'ai pas l'impression que la fin de Google signe la fin des espoirs pour le cloud dans le jeu vidéo, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je me demande simplement si ils étaient pas un poil, encore une fois en avance, comme l'a pu l'être Microsoft avec les Xbox One, avec ce tout des maths trop en amont, trop précurseur. Là, c'est vrai que il y a la précipitation, il y a l'improvisation, le fait que la stratégie industrielle n'était pas forcément bonne de lancer un service en même temps de lancer des studios, mais leur formule qui était de location de service, mais derrière t'achètes tes jeux.
Enfin, je trouve pas ça stupide parce qu'aujourd'hui, on a des habitudes de consommation, de location, en fait, de catalogue. C'est-à-dire que sur Netflix, sur Disney+, etc., tu vas louer, tu vas payer pour un accès au catalogue. Là, c'est différent, en fait. On louait le service, c'est-à-dire que c'était un substitut de la machine. Ouais. Donc, l'abonnement correspondait finalement à votre PS5 ou à votre Xbox Series X. Et c'est là où, en fait, l'amalgame, je pense, se fait dans notre esprit, c'est que on louait pas un catalogue. On louait pour 20, alors je sais plus les prix, désolé, mais pour entre 10 et 20 balles, tu louais une PS5 par mois. Et derrière, le service te proposait d'acheter ton jeu. Et là, je pense que c'est pour ça qu'ils sont peut-être ou trop en avance ou un déficit de communication, ils ont mal communiqué là-dessus. Je trouve pas ça stupide, la façon de dire, pour peu cher. Oui. Attends, les abonnements aujourd'hui, on l'a expliqué plein de fois en Red Alert, on l'a constaté. Voilà, ça va de la salle de sport à l'abonnement téléphonique, tout. L'abonnement, c'est la norme. Et finalement, louer ton matériel, je trouve pas ça bête. Je suis d'accord avec toi, et même ce qu'on fait avec les box internet, qu'on paye tous les mois pour une somme dérisoire pour le coup. Le problème, c'est que quand tu fais toute ta com en disant vous aurez plus de droit d'entrée, le marché des consoles c'est has-been, tu peux pas dire mais t'as quand même une loc qui équivaut à une console. Oui, mais est-ce que c'est pas la com le problème, la façon dont ils ont communiqué? Ouais, clairement. Et puis surtout, c'est que après, c'est que ta console, quand tu la payes, elle est à toi, tu peux la revendre, tu peux l'acheter par la fenêtre, tu peux la toucher, enfin tu en fais ce que tu veux. Sûr. Et idem pour les jeux en boîte que tu peux avoir l'occasion, enfin ça ouvre là. C'était un modèle qui était quand même assez restreint. Tu parlais du timing, je pense que c'est vraiment un problème de com et de stratégie, mais pour moi, le timing, il était impeccable. Et on voit même des tweets un peu sarcastiques où les mecs disent, ils ont quand même pas eu de chance, Google, ils sont tombés juste avant le Covid qui a obligé tout le monde à utiliser des services dématérialisés, rester chez eux à jouer aux jeux vidéo, enfin... Presque, le Covid a eu cet effet positif sur l'industrie du jeu, on le sait. Sur Cyberpunk, lancement de Cyberpunk catastrophique, là où eux, avec Stadia, disaient, mais ne vous inquiétez pas, notre version de Cyberpunk, quand vous n'avez, par exemple, pas de PS5 ou de Xbox Series X, nous, notre version Stadia, c'est une bête de course. Et ça a pour autant pas fonctionné. Ouais, parce que vraiment, je pense qu'ils ont fait les choses super mal, quoi. Mais la com, je suis pas directeur de com, mais avec quelque chose de peut-être plus agressif et justement pas articulé autour du catalogue, mais en disant l'abonnement qu'on vous fait payer, c'est un substitut de 500 € pour une PS5, c'est le substitut de 500 € une série X. Après, comme tu dis, il y a encore ce rapport au toucher, ce rapport à la console qui est devant toi, mais bon, ça on est en train de le dépasser. Enfin, les applis Microsoft est à fond sur le xCloud, c'est l'xCloud qui s'appelle le cloud de Xbox. Le cloud de Xbox. Le xCloud, c'était le nom de code. Avec justement ces applis connectées où ça se substitue à la machine, tu vas lancer, et moi j'attends que ça. Enfin, je suis pas spécialement, je sais pas toi, attaché à la boîte dessous. Ah si, un petit peu. C'est un peu le débat, est-ce que je loue mon appart ou est-ce que je l'achète, tu vois, c'est que tu payes plus ou moins la même somme tous les mois, sauf qu'au bout, soit t'as rien, soit tu as quelque chose qui t'appartient, mais en même temps, t'as aussi des contraintes qui vont avec, donc c'est un débat compliqué, je pense. C'est vrai. On va pas se lancer dans ce débat, mais quand tu loues, t'es au-dessus de tes moyens. Donc tu loues souvent un appart plus grand qu'un appart que tu pourrais t'acheter. Vrai, mais je n'ai rien contre cette formule. Bon écoute, merci pour ce retour sur conséquent mais très intéressant. La première chronique, elle arrive là tout de suite et c'est moi qui garde le micro. Je vais vous parler de Hardspace Shipbreaker et mon expérience un petit peu mouvementée qui a été en plusieurs actes sur le jeu. Vous allez voir, c'est toute une aventure. Alors, c'était un jeu qui me faisait un petit peu de l'œil depuis quelques mois. Je l'ai repéré car, en fait, il semblait un peu satisfaire des kinks bien précis de mon cerveau dérangé. Et coup de bol, il allait être dispo dans le Game Pass. Donc, les étoiles s'alignent, c'était parfait. Mais bon, quand je l'ai lancé sur ma Xbox, j'ai rien capté. J'ai lâché l'affaire au bout de 10 minutes. J'ai rien compris. T'es pas patient. Alors, pourquoi j'ai si vite abandonné? Alors que j'étais pourtant chaud, tu vois, mais j'ai lâché l'affaire. Est-ce que le jeu était mauvais? Pas du tout. Mais en fait, c'est un jeu qui a une philosophie PC, et moi, je suis un joueur console. Hardspace Shipbreaker, c'est un jeu qui m'a mis un gros stop, et il m'a mis un stop pour sa sortie console, parce que, en fait, le jeu est déjà dispo depuis quelques mois sur PC. Le seul problème, c'est que pour sa venue sur Xbox, il a pas fait d'effort, le jeu, il est venu sans s'habiller pour m'aider, moi, petit consoleux. Alors, avant toute chose, petit avertissement. L'idée ici, c'est pas de caricaturer, du genre les joueurs consoles sont des débiles, les joueurs PC sont des toqués, mais inévitablement, on va devoir un peu grossir le trait, ceci pour dégager des tendances. Et comme pour chaque tendance, il sera simple de trouver des contre-exemples. Aussi, c'est pas la guerre. Moi, je suis pas pro-console et anti-PC, c'est moi qui suis un joueur console. C'est pas la même chose. Je défends aucune chapelle. T'as un Mac, quand même.
Ça, C'est une autre chapelle. je sais que c'était pas pris que j'en parle, mais je pense que ça pourra peut-être alimenter le délire. Enfin, je pense que c'est pas grave de constater qu'il y a des différences entre les philosophies de jeu. C'est comme dire qu'il y a des mangas et des comics qui sont des BD, mais chaque format possède des spécificités. Les singularités entre les jeux PC et consoles sont, à mon sens, réelles, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Nico, est-ce que pour l'instant, sur ce petit disclaimer, t'es plutôt ok là-dessus? Bah, je suis comme toi, donc oui, je reste un joueur PC, un joueur console. Oui, je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est toujours les petites guéguerres qui épuisent un peu. Voilà, tu préfères la console ou la PC, chacun fait ce qu'il veut, mais on peut t'as toujours ces petites vannes, machin, qui sont pas très... On peut peut-être envoyer au Third Strike numéro 1 avec Carta, à l'époque où c'était un format total impro où on mange des pizzas en direct, vous nous entendez manger, c'est insupportable. Et je crois qu'on a un petit débat sur le PC et la console. Ouais, Carta, ça fait 15 piges qu'on a ce débat. Donc... Alors, pour constater cette différence de philosophie entre jeux PC et console, on peut déjà noter qu'il existe des événements qui sont dédiés aux jeux PC. Il y a le PC Gaming Show, il y a le GeForce Beyond du constructeur Nvidia. Les éditeurs aussi possèdent leurs événements, la QuakeCon, la BlitzCon par exemple, même si Bethesda et Blizzard ne sont plus uniquement des éditeurs PC, c'est vrai. Alors dans le même ordre d'idée, il y a le salon allemand de la Gamescom, qui a un profil un peu différent de l'E3 et du TGS, un salon américain et japonais respectivement. La Gamescom, c'est un salon qui penche plus vers la philosophie PC, ce qui sous-entend aussi que les territoires possèdent une sorte d'obédience, que les pays possèdent un historique de jeux vidéo plus affilié à la console ou au PC. Néanmoins, vous allez me dire que les choses changent, que cette vérité était sûrement plus réelle il y a quelques années, et plus aujourd'hui, et franchement c'est vrai, on l'a vu avec Bethesda et Blizzard, qui sont aujourd'hui... Bethesda, surtout, qui a vraiment qui alimente le marché console quasiment aussi fortement que pour le PC. D'ailleurs, on voit que les exclusivités console PlayStation sortent sur PC. Néanmoins, il y a une différence. Quand un joueur PC va s'adonner à God of War, à Sackboy, à Horizon, il y joue certes 2 ans après, en supérieure version, c'est vrai, sur son écran ou sur la télé, au choix, mais il y joue surtout avec une manette, donc comme sur console. Et l'inverse, c'est pas vrai, et ça change tout. Car ce qui en premier lieu va influer cette philosophie PC, c'est le PC en fait. C'est l'écran, c'est le clavier, c'est la souris. Alors la philosophie PC, c'est quoi? La vraie question. Du coup, j'ai tourné ça un petit peu différemment et me demandé comment la philosophie PC se distingue dans Heartspace Shipbreaker. Et enfin, je vais vous parler de mon jeu, plus longue intro ever. Alors, Heartspace Shipbreaker, au-delà du fait qu'il a un nom pas facile à prononcer, c'est une simulation de ferrailleur de l'espace, bac F, pour faire ça. On incarne un ouvrier qui est forcé de travailler pour rembourser une dette qui est énorme auprès d'une grosse corporation, une dette de 1 milliard. Ah oui, je déconne pas. C'est un vrai milliard, tu vois, tous les zéros comme ça. Alors notre taf, ça va être de démonter des vaisseaux spatiaux. On est dans un hangar. Alors un hangar un petit peu spécial, un hangar de l'espace, donc on flotte, et on doit désosser des vaisseaux. Alors, c'est un peu une préquelle à Dead Space, où on va retracer la vie d'Isaac Clarke avant que ça parte en sucette, pour vous imaginer avec le cutter laser, tout ça. Alors au début de Heartspace Shipbreaker, littéralement, en fait tu te lèves, tu sors de ton lit, et tout de suite, en fait, t'as accès à un ordi avec énormément de texte, des dossiers, des mails. Ça fait pas 10 secondes que t'es aux manettes, que t'es noyé sur le contenu. Bon, tu continues, tu te balades dans la chambre, tu peux aller dans le coin cuisine, tu peux regarder par la fenêtre, tu peux mater ta combinaison. Bon, du coup, tu regardes ton équipement et là, tu constates qu'il y a des menus, qu'il y a des sous-menus et des menus dans les sous-menus. Tu remarques déjà des arbres de compétences. Alors, en fait, sur chaque écran, il y a plusieurs niveaux différents d'informations. Du coup, c'est un petit peu dur de hiérarchiser, de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Pourtant, en fait, si tu prends le temps de vraiment te poser, de regarder ce que tu peux faire, il n'y a pas 10 000 trucs à faire. Mais l'avalanche d'informations, elle est telle que tu as l'impression que tu es libre de faire plein de trucs, ce qui n'est pas vraiment vrai. Alors à ce stade, je vous ai encore rien dit de la partie jeu, que déjà, je peux un petit peu distinguer les lignes de force de la philosophie PC. On est en face, là, avec Heartspace Shipbreaker, d'un jeu métier. Alors, c'est quelque chose qui est assez courant sur PC, donc il y a Power Wash Simulator, sur lequel j'ai passé mon été, où tu vas laver des trucs au Karcher, qui est sorti sur console, c'est vrai, mais des simulations de métier, sur PC, il y a de tout, ça va du chirurgien à la chèvre, même si chèvre n'est pas une métier, mais tu as des simulations de tout. Et pour vous montrer la différence, quand il y a une simulation de métier sur console, ça s'appelle Animal Crossing, donc c'est pas trop le même délire. Dans chez nous, un petit peu simulation de métier, mais c'est une partie ténue de l'expérience. Ouais. Chez nous. C'était fait pour être chiant, donc on s'y retrouve. N'oubliez pas, on grossit les traits.
Il y a aussi, dans ce début de jeu, énormément de customisation. Alors, t'as pas commencé à jouer, que tu peux déjà changer les posters de tes murs de ta chambre. Tu peux même coller des stickers sur des ustensiles que t'as pas encore commencé à utiliser. Et donc, au bout de 5 minutes, tu sais que t'es en face d'un jeu qui va demander un gros engagement personnel. Alors que ce soit pour comprendre le monde dans lequel tu évolues, ou tout simplement pour t'immerger. C'est un titre qui va proposer un grand nombre de possibilités, et donc qui va demander d'assimiler énormément d'informations sur un temps très court. D'emblée, tu sais que le jeu, il est ultra riche. Alors voilà, ça c'est le constat avant même d'avoir pu essayer le cœur du gameplay, mais allons-y, lançons-nous. Alors avec notre petit ouvrier de l'espace, on va se retrouver éjecté dans le hangar, qui sera toujours le même pendant tout le jeu, dans lequel flotte un vaisseau qu'on va devoir démonter, vaisseau qu'on a choisi en fonction de notre rang qui évoluera. Plus ton bac F ferrailleur sera bon, plus tu vas pouvoir monter et choisir des gros vaisseaux. Ouais, ce que j'allais dire, genre tu commences par une petite 508 de l'espace. Voilà, un petit Cessna de l'espace. 508, je sais même pas si ça existe. Petite Fiat 500 de l'espace. Voilà. Alors, tu commences, t'es dans l'air, dans l'espace du coup, et tu remarques moi surtout, je remarque que le nombre d'éléments à l'écran, il est si important que finalement je me dis que les combats de Xeno 3 au final, ils sont plutôt épurés, tu vois. Autre truc, là, vous allez vous marrer, mais je trouve que tout est écrit tout petit. Alors, c'est pas anodin, on sent vraiment que le jeu il a été pensé non pas pour être joué à 2 mètres de l'écran d'un écran télé, mais plutôt à 50 cm d'un écran PC. Mais bon, je plisse les yeux, je me dis que ça va bien se passer, j'arrive à lire et je commence à jouer. Je commence à m'avancer vers le vaisseau comme je peux, mais franchement je galère parce que le nombre de commandes dispo, il est ouf. T'as un bouton pour mettre ta main contre une paroi pour te stabiliser, c'est pour vous dire à quel point c'est un mouvement très important. Mais bon, la navigation dans l'espace, c'est jamais simple, donc je me dis ok, rappelez-vous Outer Wilds, c'est vraiment pas simple. La première fois que j'ai testé le jeu, je voulais avouer, j'ai rien capté. Mais vraiment, j'ai pas réussi à démonter un élément du vaisseau, j'ai pas réussi à utiliser ni mon truc pour découper, ni mon grappin. Je suis même pas mort en fait, j'ai rien compris. J'avais l'impression d'avoir raté le tuto, et à ce jour d'ailleurs, je sais même pas s'il y a un tuto, j'ai oublié, je m'en souviens pas. Du coup à l'époque, j'ai rage quit, j'ai rage delete, j'ai effacé le jeu du disque dur, tout ça c'est vrai. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ma chronique aussi, ce qui est du coup peut-être cool, voilà, ça aurait été fini. Mais j'ai attendu 2 jours et j'ai retenté. Et là, j'ai compris comment je devais finalement découper ce vaisseau. Alors juste, qu'est-ce qui t'a fait retenter ? C'est quoi l'étincelle là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait remplir plus ou moins des kinks de... tu vois, moi j'aime bien ranger dans les jeux, j'aime bien que tout soit aligné. Tu peux venir faire le ménage chez moi si tu veux. J'aime bien que tout est clean, démonter des trucs, le délire de l'espace. Il y avait plein de trucs sans pour autant mettre le doigt dessus qui me faisaient dire franchement t'es en train de passer à côté de quelque chose. Et là j'ai retenté, et là du coup j'ai vraiment compris comment j'allais finalement démonter ce truc. J'ai compris que en fait dans ce hangar comment il fonctionnait. Tu vois que j'étais entouré de plusieurs évacuations, il y a un four géant pour tout ce qui est pas recyclable, il y a une sortie pour les éléments pouvant être réutilisés directement, et t'as une dernière pour les matériaux précieux. J'avais rien compris moi. Du coup, j'ai doucement capté que je pouvais jouer avec la physique du jeu, que je pouvais limite lancer un élément dans une benne pour me servir de l'inertie et être éjecté dans la direction opposée. J'ai commencé à maîtriser, c'était cool, ça commençait même à être un petit peu grisant. J'ai capté que le jeu me proposait en fait un puzzle, qu'il fallait que je réfléchisse pour rentrer dans le vaisseau, comment c'était possible de faire ça. J'ai compris que, en fait, tu fallait rentrer dans le vaisseau, qu'à l'intérieur t'avais des points d'accroche, que chaque point d'accroche pouvait être défait, et que finalement tout allait se disloquer comme pour magie, mais que finalement il fallait aussi que je réfléchisse à comment disloquer ce vaisseau, parce que sinon tu pouvais même mourir affaissé. Juste une question, est-ce que quand tu découpes, j'en sais rien, une tôle, enfin un bout de tôle, une pièce, tu peux découper à l'endroit que tu veux, ou c'est toujours selon des contours prédéfinis? En gros, chaque pièce, c'est un élément que tu peux pas réduire en fait. Au début du jeu, en fait, ton cutter là de l'espace, il peut couper que justement les points d'ancrage et les points qui vont faire la jointure entre 2 pans importants du vaisseau. Plus tard dans le jeu, tu vas débloquer des cutters de ouf, où tu vas pouvoir vraiment cisailler le vaisseau en 2, mais ça a de lourdes conséquences, donc il faut vraiment faire ce que tu veux. T'as même un truc explosif à la fin où tu vas jeter des trucs et tu sais que ça va péter, t'as vraiment énormément d'options, mais au début, c'est vraiment très précis. T'as toute une gamme en fait de radars, de filtres qui vont te montrer ce qui est découpable, ce qui ne l'est pas, ce qui va émettre de la chaleur, ce qui va émettre de l'électricité. C'est pointu quand même. C'est ultra pointu. Ça, c'était même pas prévu que je vous en parle, mais pour te dire vraiment à quel point tu vas vraiment pouvoir visualiser ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Alors, du coup, j'ai aussi compris que le jeu, finalement, il était assez drôle, flippant et intriguant.
Drôle, parce que tu peux mourir à chaque seconde, hein. Tu peux te faire surprendre par l'inertie d'une tôle que t'as envoyée mais qui finalement te revient dans la gueule. Tu peux être jeté dans la fournaise parce que t'as pas fait gaffe. Tu peux mourir gelé, asphyxié, explosé, électrocuté. C'est vraiment très 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 vaste. Plus loin dans le jeu, tu vas commencer à comprendre que tu vas devoir démonter les moteurs parce que t'as des moteurs, des réacteurs, t'as des moteurs nucléaires et du coup chaque geste compte. Tu as capté aussi qu'il y a un protocole à respecter pour rentrer dans les grands vaisseaux, qu'il faut que tu dépressurises l'air avant de faire tout imploser. Alors ça, je suis sûr que 100% des gens ça leur est arrivé. Tu rentres tranquille, tu commences et là le truc implose, mort de rire. Le jeu, il est flippant aussi, enfin un petit peu. Faut savoir que t'es limité dans le temps, t'es limité en oxygène, t'es limité en énergie de ton jetpack. En chat de Nico, je sais que tout ça t'adore. Ah, au secours, hein, putain. Alors c'est souvent stressant du coup. Tu peux perdre une session de jeu sur un faux mouvement, et plus les vaisseaux sont gros, plus c'est long, et tu peux vraiment tout perdre sur vraiment... Voilà, un moteur nucléaire, tu dois vraiment le manipuler d'une certaine façon, enlever des points très précis, dépressuriser des trucs et tout. Mais c'est genre, presque un mode arcade, en mode... Tu te lances dans la session, faut aller au bout et tout, ou tu peux genre sauvegarder, t'as des points de sauvegarde au milieu de ton découpage. Ça, c'est dans le mode carrière, vraiment, c'est tout est précis en fonction de tes arbres de compétences et de ton équipement que tu vas faire augmenter. Par exemple, le niveau d'air, tu peux l'augmenter, le jetpack le rendre plus puissant. T'as un mode libre où tu vas pouvoir choisir vraiment. Là, tu choisis ton vaisseau et tu vas prendre le temps que tu veux. Ah, mais genre, t'as découpé la moitié du vaisseau, tu te fais exploser. Est-ce que tu dois recommencer à zéro? Et découper un gros vaisseau, enfin, genre, quand t'es bien lancé dans la partie, ça prend combien de temps? Au début, 10-15 minutes. Ouais. Après plus. Et le jeu, en fait, j'ai trouvé ultra intriguant parce qu'avec un certain minimalisme, il parvient à te raconter des petites histoires, tu vois. Quand t'es dans le vaisseau, tu vois des restes de vie à bord, tu vois des objets qui traînent, des décos au mur. T'es un petit peu voyeur, t'es un petit peu explorateur et tu observes a posteriori tout ce qui a pu se passer dans le vaisseau. Et intriguant enfin, car dans la seconde partie du jeu, il y a des vaisseaux qui sont très 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 chelous. Je t'en dis pas plus. Il y a un petit peu de flip, il y a un petit peu des trucs un petit peu... Je te le dirai en off. J'allais faire la vanne, c'est Dead Space sans les aliens, mais peut-être pas. Il y a pas d'aliens. Ah, ok. C'est peut-être mais t'as des vaisseaux aliens. Ah. Et ça, du coup, ça part en couille. Des vaisseaux fantômes, ils appellent ça. Du coup, je me suis grave accroché à ce jeu et ça a payé. Tu vois, Artspace Shipbreaker, il monte d'emblée, mais vraiment très haut dans mon top de l'année et jamais j'y aurais cru. J'ai vaincu la densité d'informations qu'on m'a jetée au visage, j'y ai mis du mien, et c'est pour ça, en fait, tu vois, que j'ai parlé d'engagement personnel, parce que c'est vraiment le cas. Il faut y aller, se prendre en main, et pas attendre que le jeu, il t'aide. Et tout ça, tout ce que je viens de décrire, c'est l'inverse du plug and play. C'est l'inverse de la philosophie console. Alors, c'est dans le nom, le plug and play, c'est la simplicité à son paroxysme, c'est on branche et on joue. Alors, le plug and play, ça va du début du jeu vidéo à la N64 à peu près. Après, on a eu des temps de chargement, des mises à jour. Aujourd'hui, c'est plus exactement du plug and play, mais cette philosophie console, de l'immédiateté, que ce soit dans le lancement du jeu physique ou même dans le game design, c'est un petit peu à l'opposé de la philosophie PC. Alors, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Sauf que moi, j'ai grandi avec les consoles. C'est dans mon ADN de joueur, c'est dans ma philosophie. Alors, j'ai failli mal tourner, ma deuxième console. Mon premier, c'est la Vectrex, et ma seconde console, c'est un Amstrad CPC 6128+. C'est important le plus parce que un micro. Oui, mais c'était celui avec où tu pouvais mettre une cartouche sur le côté et une disquette en même temps. Et donc mes parents, ils voulaient pas m'acheter une console, ils ont dit j'ai eu ça. Et en fait, c'était vraiment une hybridation déjà à l'époque entre console et PC, c'est-à-dire que j'avais une manette. Et vraiment, et c'était aussi cette époque où, pour lancer un jeu, il a fallu que je capte à 7 ans que il fallait taper run. Tu mettais la disquette, tu tapais run disque, entrée, commencer à bidouiller, commencer à copier les jeux, aller voir les gens, blablabla. Le plug and play, c'est pas du tout ça, vous avez compris. Néanmoins, les frontières entre jeux PC et jeux console, aujourd'hui, deviennent de plus en plus poreuses, et ça, sur de nombreux points. Par exemple, les genres dédiés à l'une ou l'autre des plateformes, ça me nuise. Je pense qu'il n'est pas faux de dire que fut un temps, il y avait des genres plutôt PC. Et ceci, encore une fois, c'était dû au matériel. Les jeux de gestion, les RTS, les FPS étaient des jeux pour être joués plutôt au clavier et à la souris. Mais bon, les RTS arrivent sur console, alors que des JRPG débarquent sur PC. Et ça, on peut citer et relever le travail de Sega, qui, avec un pied au Japon et en Occident, incarne bien, je pense, cette double personnalité, les Total War. C'est Sega, les Persona, c'est Sega, par exemple, mais on peut en trouver d'autres. D'ailleurs, il n'y a bien que Nintendo pour faire de la résistance. En même temps, s'il y a bien une incarnation des jeux vidéo, c'est bien Nintendo.
Mais bref, je disais que la frontière entre PC et jeux console disparaissait. Un autre exemple, la dernière édition de Flight Simulator, un jeu 100% PC dans sa philosophie, et pourtant sorti sur console dans un second temps, et le studio Asobo, donc c'est bien Asobo qui a fait Plague Tale, tout ça, ils ont intégré une sorte de mode débutant. Ils ont bien bossé le mapping aussi pour l'adapter au pad console, et le portage était plutôt cool. Même si je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour vraiment convaincre les joueurs console. Perso, j'aurais pas craché sur un mode histoire, par exemple, parce que dans Flight Simulator, on doit se créer ses propres objectifs. C'est une demande très perso, mais représentative, j'imagine, d'une philosophie plutôt console. Car oui, en fait, moi j'aime bien qu'on me prenne par la main, qu'on m'indique petit à petit. Alors, je demande pas des remakes de jeux PC pour console, mais un accompagnement qui est différent. Les joueurs console appréhendent un jeu vidéo différemment des joueurs PC qui sont eux aussi, dans leur ADN, plus habitués à bidouiller, à se débrouiller, à se raconter seuls des histoires. Une différence qui se voit aussi, par exemple, dans ce qui distingue le JRPG du CRPG. Ça, c'est déjà 2 trucs. Est-ce que t'es OK, Nico, pour dire que, alors, toujours pareil, un petit peu caricaturé, mais les PCistes, voilà, par exemple, c'est eux qui ont développé les mods, tu vois, et en fait, ils prennent les jeux consoles, ils les modent. Donc, ils ont cette âme, ce bidouillage, ils se racontent des histoires tout seuls. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, peut-être aussi un peu plus âgé, des joueurs un peu plus, qui ont un peu plus d'argent, qui sont plus attrait à la technologie. Enfin, t'as les mecs qui construisent leur PC. Donc déjà, quand on a dit ça en même temps, c'est comme, imagine-nous construire des consoles. Qui a construit sa console? Donc oui, clairement, là-dessus, pas de problème. Ouais. Alors, si on écoute vite fait la chronique, on pourrait dire que je suis en train de partir sur le débat de l'accessibilité. Alors, pour aider les consolés, il faudrait rendre les jeux plus faciles. Alors, si vous pensez ça, c'est que je me suis mal exprimé, même si, pourquoi pas. Perso, la radicalité, la singularité, la différence entre les jeux PC et console, moi je trouve ça génial, je suis pas du tout pour harmoniser les expériences, mais je dis simplement que par nos habitudes de jeu, les 2 publics que sont les joueurs console et les joueurs PC n'appréhendent pas les jeux de la même façon. Du coup, quand un jeu PC arrive sur console, j'apprécie d'autant plus quand il est un petit peu pensé pour la console et aussi un petit peu pensé pour son public. Nico, tu m'en parlais très récemment et t'en as parlé en émission dans Red Alert concernant le Monkey Island. Il y a encore un rapport aux joueurs PC. Est-ce qu'ils sont encore des joueurs PC, justement, sur cet exemple très précis de Monkey Island? C'est vrai que c'était marrant, parce que moi j'ai vu beaucoup de joueurs PC jouer à Monkey Island, mais sur Steam Deck, donc une console de jeu, en fait, tout bêtement. Et c'est vrai que là, c'est un peu le dernier trait d'union, la Steam Deck, en fait. C'est la Switch, en gros, avec ton catalogue et tes bidouilles sur PC. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont des joueurs PC de tout temps, en fait, mais qui jouent sur Steam Deck, donc avec une interface console. Et d'ailleurs, le jeu est très très bien pensé pour être joué à la manette, en fait. Et c'est marrant parce que je disais tout à l'heure que la meilleure incarnation du jeu console, c'était Nintendo, mais justement, tu viens de dire que le trait d'union entre le jeu PC et console, c'est la Switch avec le Steam Deck, et finalement, cette incarnation va être plutôt un trait d'union. Ouais, mais c'est vrai que Steam Deck, ça reste encore... Alors, j'en ai pas un, mais de ce que j'ai compris, c'est que tu peux toujours avoir accès à la bidouille, t'as des jeux qui sont plus ou moins optimisés, ça en est loin du plug and play, comme on en parle nous, quoi. Et les fonctionnalités, tu l'as rapidement évoqué, c'est vrai que Monkey Island est aussi un petit peu adapté à ces joueurs console, c'est plus du point and click de l'époque, il y a quand même une certaine adaptation. Donc carrément, tu te déplaces avec ton stick analogique. Donc tu déplaces ton personnage ? Ouais. Puis avec le stick droit, tu vas pouvoir sélectionner les points d'intérêt qu'il y a autour de toi. Ils ont, je trouve, à mon sens, transformé vraiment cette maniabilité typiquement PC du point and click, qui était le système le plus efficace, en quelque chose de tout aussi confortable à la manette, voire même encore plus confortable, quoi. Mais bon, ça c'est une très belle évolution, mais il y a aussi toute la couche de game design que j'ai parlé dans le jeu, c'est que tu te retrouves livré à toi-même avec une dose d'informations complètement ouf. On va revenir aussi justement sur ce titre. Avec le studio de Artspace Shipbreaker, c'est Blackbird Interactive qui ont développé la série Homeworld, je sais même pas ce que c'est. Et donc, le jeu, il est sorti sur PC il y a quelques mois, je l'ai dit, mais le titre a en réalité été en Early Access pendant 2 ans. Et j'ai l'impression qu'ils se sont habitués à échanger avec leurs joueurs fidèles, des joueurs PC, donc actifs, volontaires, qui participent au développement, mais qu'ils ont un petit peu oublié les non-habitués, les nouveaux venus. Le jeu a d'abord été dispo sur Game Pass PC. Il est arrivé dans un second temps sur le Game Pass console. Et cette séparation des services montre encore qu'il y a une distinction dans les jeux. Dans le matériel, en premier lieu, on l'a vu, mais aussi dans la philosophie des jeux et des joueurs. Alors en conclusion, tout ça me fait un petit peu poser des questions. Est-ce que la barrière à l'entrée, pour moi, des jeux PC, est un peu comparable à celle que peuvent ressentir des joueurs devant des jeux From Software? On l'a vu, cette philosophie PC peut s'expliquer par le matériel, la souris, le clavier, mais les jeux en eux-mêmes portent aussi cette philosophie dans leur gameplay. Comme pour les jeux From Software, qui au final, en fait, tout ça, ici, on parle de game design.
Et comme pour un Dark Souls, en jouant à Artspace Shipbreaker, je me suis dépassé, je me suis transcendé pour comprendre et finalement l'apprécier. J'ai galéré, mais le plaisir, il en a été décuplé. En tant que joueur console, j'étais un petit peu en terre inconnue, tu vois, tout comme peut l'être un joueur vierge de game design de Miyazaki et qui débarquerait pour la première fois dans un Souls. Alors ça peut sembler ridicule, parce que je compare une série, les Souls, qui date de moins de 15 ans, à un support plus vieux que le jeu vidéo lui-même, le PC. Mais dans la découverte, dans le ressenti, c'est exactement comme ça que moi je l'ai vécu. Donc je sais pas si le parallèle est très pertinent. Si, c'est rigolo et je trouve que ça fonctionne bien, oui. Alors à la base, il devait y avoir 2 jeux dans cette chronique. J'ai aussi lancé en même temps un titre qui s'appelle Serial Cleaner. Alors un jeu métier un faux jeu métier, parce que finalement c'est un jeu d'infiltration où t'es pas du tout Mr. White dans Pulp Fiction. T'as des scènes de crime et en fait il faut exfiltrer en gros les corps. Mais j'ai eu la même barrière, c'est-à-dire que je me suis mangé un tuto avec des cartons, sur un seul tuto, je vous jure, c'est vrai, j'ai compté, il y avait 7 indications de 7 possibilités, écrit en tout petit, j'ai été perdu. Donc il y a eu Serial Cleaner aussi, donc il y a plusieurs années avec une représentation graphique complètement différente. Mais là, ça m'a demandé trop d'engagement, je suis à plus de 20 heures de jeu dans Artspace, j'ai sombré, mais j'ai adoré, et j'ai pas pu faire 2 trucs en même temps. Mais bon, j'ai pas pu m'investir. Un dernier truc, c'est je parlais de Game Pass PC, de Game Pass console, il y a Humankind qui est sorti sur PC, et en fait qui va arriver sur le Game Pass console. Donc c'est un jeu qui est édité par Sega, donc j'ai dit tout à l'heure, ils font du bon taf, développé par Amplitude, les Parisiens, les Français. Et voilà, moi les jeux de gestion, tout ça, c'est pas mon truc, mais celui-là, il m'intrigue vraiment, et j'ai hâte de me voir en fait si justement, en tant que petit consolé, j'ai été considéré. Comment ça se passe à la manette? Comment ils ont imaginé ça? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un challenge d'adapter un jeu. Enfin, la souris te permet tellement de confort, d'options et tout, que adapter ça à une manette, c'est vraiment. Ouais. Enfin, revenir en arrière un petit peu quelque part, quoi. Tu vois, sur Artspace Shipbreaker, je sais même pas, moi, comment les PCistes y ont joué. Est-ce qu'ils ont pris ça directement le pad? J'imagine qu'au clavier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Je sais pas. Si vous avez joué sur console ou sur PC, n'hésitez pas à me dire. Voilà, pour le Artspace Shipbreaker, que j'ai dit une fois bien au moins. Mais c'est vrai que si vous êtes joueur PC, j'ai l'impression, confirmez-moi si c'est vrai, mais qu'il y a... Enfin, on voit que Steam aujourd'hui donne tu peux connecter n'importe quelle manette de jeu quasiment. Dès qu'il y a une nouvelle manette qui sort, ils font une mise à jour, et qu'il y a beaucoup de joueurs PC qui jouent beaucoup à la manette aussi. Donc, ouais. Il y a peut-être encore certains genres de jeux irréductibles et où là c'est vraiment la souris clavier restera la ref quoi qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que même sur PC, ça joue énormément à la manette. Et au final, la seule différence qui compte, c'est est-ce que c'est t'es team canapé sur console ou est-ce que t'es team fauteuil dans ton PC, quoi. C'est vrai, parce que ça soit l'un ou l'autre. C'est vrai que même il y a beaucoup de PCistes, j'imagine, qui branchent directement leur écran. Damien joue à des jeux PC, et je sais qu'il fait souvent ça. Après, il joue à des jeux calmes, lui, où c'est tranquille. Voilà pour cette première chronique. Il est l'heure de l'interlude de Top 3. Un interlude, je pense, Nico, cette fois, tu vas devoir nous aider pour la définition. Il est question, cette semaine, du Top 3 des Jacques Dutronc. Alors Jacques Dutronc, fameux chanteur de variété française, n'est-ce pas? C'est tout bêtement les retournements de veste, Voilà. Donc la chanson bien connue de Jacques Dutronc. Donc les jeux en fait où on a retourné notre veste, où on avait un avis très fort dans un sens, puis on l'a fait évoluer, alors avec le temps ou avec les heures de jeu, mais ça peut être du positif vers le négatif ou l'inverse. Donc, On va pas parler de pressentiment, c'est-à-dire que c'est pas les jeux où on le sentait hyper bien et il nous a déçus, où on le sentait hyper mal et finalement c'était cool. C'est en fait on a pris la manette, on a joué, et au moment où on était en train de jouer, on a eu un avis qui a évolué. C'est vraiment le jeu qui nous a convaincus. Par lui-même, dans son gameplay, ou alors qui nous a déçus. C'est différent de ce feeling. Il y aura peut-être un jour un truc sur les pressentiments. Et tu peux être convaincu aussi avec le temps. Exactement, sur toute une série. Peut-être est-ce ton top 3 Je te laisse commencer avec ton top 3 des Jacques Dutronc. Alors, je commence par Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts. La fameuse saga de Square Enix. Alors, pourquoi Kingdom Hearts 2 ? Parce que c'est tout bêtement le premier Kingdom Hearts que j'ai fait. En fait, j'ai commencé par le 2 et pas par le 1. Et Kingdom Hearts 2, si vous l'avez fait, vous le savez, démarre par un prologue super chiant. C'est volontaire, c'est parce que ça t'amène quelque part niveau scénaristique. Et les premières heures de jeu, en fait, tu te fais un peu chier. Donc, tu incarnes un petit mec qui est avec ses potes, qui fait du skate, qui doit aller, je sais plus, livrer des journaux. Enfin, t'as un jeu mission, un jeu travail comme moi je l'aime pas. Et tu joues pas Sora ? Tu joues Sora ? Et tu ne joues pas Sora jusqu'à ce fameux moment de scénario où ça devient intriguant et l'intrigue se lance. Donc voilà, il a fallu passer ce premier prologue un peu relou.
Bah, pour kiffer, quoi. Kingdom Hearts 2, MGS2 un peu. Il s'est joué avec un début qui t'a faussé et qui t'a convaincu. Ouais, j'aime bien quand les jeux me trompent un peu comme ça, puis me rattrapent derrière. Je crois. On va reparler de Kingdom Hearts. Mais attention avec des pincettes parce que on vous a vu sur Discord, Kingdom Hearts. On touche pas. On touche pas. C'est la daronne. Mais bon, désolé, on va en reparler. Mon top 3, moi, sera très rapide, et hélas, il va me forcer à reprononcer ce nom de jeu, Heartspace Shipbreaker. Finalement, c'était absolument pas volontaire. C'est-à-dire que le top 3 des Jacques Dutronc, on l'a décidé il y a un moment, et là, je sais pas. C'est vrai que ça, t'écoutais la chronique, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Ça aurait pu être ce top 3 une illustration de ma chronique, mais pas du tout. Donc voilà, pour le top 3, je voulais présenter pendant 20 minutes. Donc ton top 2. Alors attention, restez assis chez vous, Damien, je sais pas s'il m'entend, mais j'ai retourné ma veste sur Shadow of the Colossus. Oh. Shadow of the Colossus, jeu culte qu'on avait fait à sa sortie, tous les deux et un pote, donc dans la nuit d'une traite. C'est vrai. Et donc jeu culte, exceptionnel et tout. Et avec le temps, quand j'y rejoue, et notamment avec ce remake PS4, en fait, ce qu'on reprochait au jeu en termes de maniabilité, de contraintes techniques et de lourdeur, maintenant je vois plus que ça, et je ne vois plus le côté onirique machin, et ce qui fait que la version PS4, je l'ai abandonné à moitié chemin en fait. Mince. J'étais reparti pour le refaire parce que c'est un jeu que j'adore. Et là, quand j'y ai rejoué, je n'ai vu que les défauts, tout bêtement. Aïe. Alors, je sais pas si ça quoi c'est dû, si c'est moi qui ai vieilli. Et c'est pour ça que pour moi, Ico reste le meilleur jeu de la team de Fumito Ueda. Hein. C'est ouf. Mais Shadow of the Colossus, aujourd'hui, je serais moins prompt à le défendre qu'à une époque. C'est mon préféré, moi, de la trilogie Ueda. Hipster, comme tous les hipsters. Ah ouais, c'est hipster. Non, le vrai hipster, On demandera à Damien. Si Damien c'est son préféré, c'est que c'est un truc de hipster. Le dernier, le plus hipster, c'est le 3e, je pense. Oh, il a quand même moins, même en termes de réception critique, j'ai l'impression que celui qui a eu le plus de mal. Hein. Okay. Last Guardian. Guardian, faut pas dire Guardian, c'est ça? Oui, Guardian. Attention. Mon top 2, c'est Cyberpunk 2077. On reparle beaucoup de Cyberpunk, encore le hasard des calendriers, mais c'est l'un des rares jeux, parce que c'est un top 3 qui n'a pas été forcément très très simple à faire. Vraiment, je t'ai envoyé des textos, comment on avait fait le jeu en même temps, et les premières heures, vraiment, je te disais non, j'y arrive pas. Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un petit lien aussi avec cette philosophie PC? Petit peu, mais je trouve qu'ils s'en sortent bien quand même. Ils s'en sortent super bien, mais ces menus, beaucoup de menus, écrit pas très gros, grosse densité, grosse interface. T'évites assailli de plein d'informations, pas toujours utiles. Exact. Aussi une illusion de possibilités, c'est-à-dire que vraiment tu vas te faire envahir. Mais bon, le jeu a complètement transformé mon avis, je me suis fait avaler par cette ville, Night City. J'ai adoré. Et je suis, je défends Cyberpunk de ouf, donc un vrai revirement, un vrai Jacques Dutronc, j'ai envie de dire. Et ton top 1? Alors je pense qu'il te fera plaisir, et je ne l'ai pas encore avoué officiellement, c'est en cours en fait. Ah, c'est quoi? C'est le Spider-Man PS4. J'ai été dur à sa sortie avec le jeu, tu m'en parles même souvent, je sens que ça t'a vraiment... parce que c'est un jeu en monde ouvert, tout ce qu'il y a de plus classique, et ce que j'ai dit à l'époque, je pourrais le répéter aujourd'hui. Carte noire, Surstrike, attention. Précédente mouture des Surstrike, carte noire, c'est-à-dire que ne le faites pas. Ne faites pas ce jeu. Et avec le temps, en fait, même s'il garde ce côté classique, je trouve, tu vois, comme on dit, je garde les bons souvenirs, il était quand même très efficace, et surtout, pour un fan de Spider-Man, ultra plaisant en termes d'histoire, en termes de méchants impliqués et tout, et je me surprends même à me dire, putain, j'aimerais bien y rejouer, en fait. Donc voilà, les masques tombent, ça fait quoi, 4 ans après? Ouais. Ça a un peu tourné dans la tête. Je te donne rendez-vous dans quelques années pour ton Jacques Dutronc Ghost of Tsushima. Ça, ton deuxième... Quand tu auras plus d'Assassin's Creed, plus classique, plus mécanique, moins organique, quand t'en auras marre de tout ça, que tu vas lancer Tsushima, tu vas faire oh là là. Il faut encore 2 ans d'attente. Il faut un petit peu de temps. Et mon top 1, vous l'avez peut-être deviné, parce que je vous ai dit qu'on reparlerait de Kingdom Hearts, mais là, c'est un Dutronc sur plusieurs décennies. C'est pas la veste, là, c'est toutes les fringues. Là, j'ai tout retourné, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, je les apprécie, je pense encore aujourd'hui, j'aimerais bien m'y remettre. Le Birth by Sleep, et en fait, petit à petit, les Chain of Memories, les 3DS, Drop Distance et tout, machin, et on est arrivé au 3 où je pouvais plus voir Kingdom Hearts, et aujourd'hui, KH4, c'est-à-dire que il y a un nouveau trailer qui tombe, je sais même pas si je vais le regarder, j'ai pas envie de jouer à KH4,
C'est vraiment, voilà, on est passé de l'amour à la haine. Le désamour, quoi. Ouais, le désamour. La fin d'une relation, c'est la vie, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est là? Je sais que j'ai beaucoup de mal, moi, avec toute la narration, tout ce que va développer Nomura, avec le méta, avec les poupées russes de scénario, des personnages qui sont des autres personnages, qui finalement, des trucs qui n'avancent pas. Oui, puis il faut se dire que Kingdom Hearts 3 aussi, il est resté un peu bloqué dans cette philosophie PS2 de l'époque, avec ses rigidités, sa mise en scène plate, il est resté sur PS2. Ouais, voilà, et son level design inexistant, quoi. Même Donc, si je l'ai fait avec plaisir. Oui, oui. Donc voilà, ne me fustigez pas. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Kingdom Hearts. No offense, j'ai adoré le début de la saga et espérons peut-être un KH4 qui va me convaincre à nouveau et Jacques Dutronc retourne sa veste, mais toujours du bon côté. Voilà pour ce top 3 des Jacques Dutronc. N'hésitez pas à nous balancer, à nous avouer. Et encore une fois, un petit peu un top 3 révélation, un top 3 cœur ouvert. N'hésitez pas. Faut changer un peu maintenant, faut aller sur d'autres. On va faire la semaine prochaine, on fait un truc très très basique. Très con, c'est vrai. Très con, allez, si tu veux. Ça sera le but, on sait pas encore ce qu'on va faire. Ça sera très con. Allez, ok. On passe à la deuxième chronique et demie, hein, parce que du coup, t'as beaucoup de travail aujourd'hui. Voilà. Le retour sur et encore une chronique. On va passer aux annonces de CD Projekt. J'ai failli dire du studio, mais non. Tout à fait, CD Projekt, une entité qui comprend un studio de développement et même plusieurs. Donc hier, à l'heure où on enregistre, il y a eu un petit point avec les investisseurs, hein, c'est important, où CD Projekt a dévoilé son plan d'attaque en fait pour la prochaine décennie à venir, avec notamment des projets de jeux à foison. Hein. Donc je l'ai dit, c'était pour les investisseurs, donc évidemment, faut laisser miroiter avant tout des rentrées d'argent conséquentes, et c'est pour ça qu'ils ont mis le paquet, hein, évidemment. Juste avant, quand même, ils ont flex un petit peu, hein, se regardant dans le miroir. The Witcher, 65 millions de ventes d'exemplaires écoulés sur toute la série. Cyberpunk, 20 millions, donc bon, ça va quand même. Hein, c'est énorme. 20 millions, ouais. C'est vraiment... c'est rare quand même que des séries comme ça ils l'atteignent, quoi. Donc au premier rang de ces annonces, on a évidemment le DLC de Cyberpunk qui en approche, donc c'est le projet qui est le plus en fin de dev de toute la liste. Et aussi une suite de Cyberpunk hein, qui a été droppée comme ça entre la poire et le dessert, hein, comme on dit, ou le fromage et je sais plus quoi. Et donc là, je l'ai dit, le message c'est quoi ? C'est on veut tourner la page de Cyberpunk 2077. Il y a eu ces 2 ans de travail sur la correction des bugs, les mises à jour, l'arrivée de la version next-gen, le DLC, la série. Ils ont réussi, alors je vais pas dire à redresser la barre, mais au moins à revenir à un niveau un petit peu de base, quoi. La galère, quoi. Maintenant, voilà, le DLC arrive, on ferme la porte et puis on passe à la suite. Alors qu'on aurait pu imaginer plusieurs extensions, faire vivre le jeu des années, comme c'est la norme aujourd'hui. Mais non, vraiment, voilà, on passe à la suite et on laisse ça derrière nous. Concernant la franchise The Witcher, il y a eu beaucoup de choses. Et là aussi, le message est très clair. Hein. Retour aux sources, retour aux valeurs sûres, okay. Retour à la marque Refuge, hein, celle qui a fait de CD Projekt le studio adoré qu'il était avant que Cyberpunk vienne tout foutre en l'air. Donc on relance une nouvelle trilogie, hein, donc c'est même plus une annonce un par un, c'est on annonce une trilogie, avec les 2 suites qui sont déjà prévues pour sortir dans un créneau de 6 ans après la sortie du premier épisode. C'est important. Donc en gros, voilà, on aura 3 jeux sur 6 ans, donc un jeu tous les 3 ans. Donc c'est déjà ambitieux. On prévoit aussi quand même 2 spin-offs hein, de la saga The Witcher, au cas où cette nouvelle trilogie, peut-être qu'elle ne plairait pas à tout le monde. Donc là-dessus, prise de risque limitée et diversification, hein, c'est un peu la base quand tu veux un peu faire des rentrées d'argent qui viennent de tous les côtés là-dessus, quoi. Est-ce que tu vas parler de Geralt et tout, ou est-ce qu'on peut faire un point okay. On va faire là, tu vois, par projet, donc on a le projet Sirius qui est développé par le studio The Molasses Cloud qui a été racheté par CD Projekt, qui se dit s'adresser aux fans et nouveaux venus, comme le veut la formule bien connue désormais. Ouais. Et donc là, quand on te dit ça, est-ce que c'est pas le retour de Geralt qu'on imagine ? Vouloir faire plaisir à un grand public large. C'est ça qui est assez étonnant avec cette annonce, c'est qu'ils annoncent une trilogie déjà pour dire que c'est un projet ambitieux, alors qu'ils auraient pu très bien dire, voilà, on arrive avec un nouveau jeu, vous verrez bien, mais le seul truc qu'on sait, c'est que c'est pas Geralt, avec ce nouveau médaillon, que c'est une nouvelle faction, etc., etc., et tu l'as très bien dit, c'est peut-être une porte de sortie, ce spin-off, c'est que si la trilogie, dès le premier épisode, déçoit, ils vont kill la trilogie, c'est sûr, ils vont pas partir sur 200 millions par jeu, sur un truc qui va pas fonctionner, et peut-être basculer sur ce spin-off qui finalement reviendrait sur Geralt, on sait pas, mais sûrement, et finalement, peut-être la trilogie partira sur ce spin-off. C'est pas stupide, en tout cas. C'est pas stupide, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu cynique, hein, éventuellement. Donc, on a donc ce projet Polaris, je l'ai dit, créé en interne, qui est imaginé comme une trilogie. On nous dit que ça se place dans l'héritage du 3e épisode. On peut peut-être imaginer Ciri, même si le nouveau médaillon qu'on a vu pourrait laisser penser qu'on a affaire à un nouveau sorcerer. C'est quoi, c'est un lynx ? C'est un... Je sais plus. Une moufette. Ouais.
Je sais plus comment ils appellent ça. Et enfin, on a le projet Canis Majoris. Donc lui, décrit aussi comme un single-player open world RPG. Ça me rappelle quelque chose quand même, hein. C'est The Witcher comme on le connaît. Et qui est confié à un studio tiers, hein, qui est composé pour la majorité de développeurs vétérans de la saga. Là aussi, tu te dis, en fait, vous allez refaire The Witcher aussi. Donc là, voilà, 3 salles, 3 ambiances, hein, ceinture, bretelle, et tu te tiens le fut avec les mains aussi. Tu prends aucun risque, t'essaies de t'aliéner personne. Donc The Witcher, on va en bouffer pendant des années. Ça paraît certain. C'est clair. Au-delà de ça, donc Cyberpunk, The Witcher, on a aussi l'annonce d'une nouvelle IP en fait, le projet Hadar. Donc pour l'instant, on n'en sait pas encore grand-chose. C'est en phase de prototypage et c'est celui qu'on imagine dès à présent comme celui dont la sortie serait le plus éloignée. C'est vraiment le projet là, on part sur de longues années là-dessus quoi. Pour tous ces projets-là, c'est des projets, ils comptent s'étendre. Hein, donc en plus d'un studio déjà existant à Vancouver, ils vont créer un autre studio à Boston. Et ces 2 studios vont créer une branche nord-américaine en fait de CD Projekt. Et donc je l'ai dit, ils comptent aussi sur l'apport de studios externes ou récemment rachetés, comme The Molasses Flood, et en déléguant donc à des tiers certains autres projets. Donc là aussi, c'est ne pas s'occuper de tout seul, parce qu'ils ont déjà beaucoup de pain sur la planche, on va le voir. Juste The Molasses Flood, ça me parlait pas trop, mais c'est le studio qui a développé The Flame in the Flood, qui est un jeu un petit peu connu, mais voilà, qu'ils ont racheté. Le but à long terme de tout ça, ça va être de consolider un socle de 3 licences, donc Cyberpunk, Witcher et cette nouvelle IP. Et l'idée, c'est d'assurer des revenus de manière régulière, en fait, hein, et sans trop tirer sur la corde de chacun des épisodes, d'avoir cette espèce de rotation qui fait du bien, quoi. L'idée aussi, qui a été très mise en avant, c'est d'accroître le développement du transmédia, donc étendre ton univers en roman, en comics, en série, en ciné. Et quand on voit à quel point la série Cyberpunk sur Netflix, t'en parles dans le dernier Third Strike, qui est sorti à l'heure où on vous parle. Oui, dont le showrunner est aussi responsable de la partie développement, qui a rédigé le comics Ronin de The Witcher, donc ils prennent ça très au sérieux. Donc on voit le bienfait que ça a pu être, et même la série de Netflix sur Witcher, qui a apporté énormément de ventes au jeu, alors que c'est même pas une adaptation qu'il y a, c'est des projets. Donc on se dit, voilà, on comprend bien l'intérêt du studio là-dessus. Donc il y a aussi la composante multi que CD Projekt aimerait amener et un petit peu dans tous ses projets finalement. On se rappelle que sur Cyberpunk, c'était l'idée à la base et ça avait été un peu mis de côté en raison du lancement catastrophique. Et donc là, on peut s'attendre à des composantes multi pour chacun de ces projets. Ça reste un peu flou. Est-ce que tu auras un gros multi Cyberpunk qui ira par-delà les épisodes, les DLC et tout, et pareil pour Witcher Infinite. Ouais, un studio qui sera en lame de fond en fait, peu importe les jeux solo, tu vois, décorréler les expériences, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un petit peu la tendance globale. Oui. On va voir comment ça se passe. Et aussi un truc assez important quand même, c'est que à l'occasion de cette conf, le cofondateur du studio, donc qui est là depuis 30 ans, depuis les débuts, Marcin Iwinski, annonçait qu'il quittait son rôle de PDG à la fin de l'année en cours. Donc il part pas pêcher au Canada, hein. Il va quand même essayer de prendre la tête du conseil d'administration. D'accord. Mais ça montre que c'est quand même un recul un petit peu, tu vois, il se met un petit peu plus en retrait pour être dans un rôle peut-être un peu plus de supervision globale. Okay. Quand on sait à quel point quand on voit les efforts que fait CD Projekt pour essayer de redorer son blason après la catastrophe Cyberpunk, on se rend compte qu'avoir une nouvelle tête un petit peu à la tête du studio, ça fera du bien aussi, tu vois, ça fait vraiment, on efface l'ardoise et on repart. Donc là-dessus, je pense que c'est stratégique aussi. Il faut renouveler l'éditorial, c'est important. Un move que Ubisoft a fait. Ils n'ont pas encore mis côté Ubisoft de nouvelles têtes. C'est des projets, je trouve que c'est plutôt intelligent de tout de suite incarner quelque chose pour vis-à-vis de la communication. Incarner un renouveau, quoi. Sachant que Iwinski était monté au front, hein, c'était lui qui présentait les Cyberpunk Connect, les émissions, il a donné de sa personne et on pourra dire c'est la moindre des choses, hein, mais il a aussi pris sur lui de représenter la tête de l'échec quelque part, tu vois. Donc je pense qu'il avait aussi besoin peut-être de se mettre à l'écart là-dessus. Au bilan, c'est quand même 7 jeux annoncés en tout, c'est quand même ouf. Je pense qu'on voit pas ça souvent, c'est gigantesque. Et donc, il y a un total de 8 projets en développement actuellement, si on compte le DLC de Cyberpunk. Et sur ces 8 projets, il y en a 6 qui sont annoncés comme développés en interne. Là-dessus, c'est quand même un peu flippant parce qu'on sait à quel point le studio il a trimé pour sortir 2 AAA sur les 10 dernières années, donc The Witcher 3 et Cyberpunk. Là, on te parle de 6 jeux en interne, donc c'est quand même ultra ambitieux. Donc là, on comprend bien que c'est quand même un plan décennal au minimum. Hein. C'est vraiment les 10-15 prochaines années du studio qui ont été ébauchées là-dessus. Mais il y a quand même des questions qui se posent, hein, de manière pragmatique, par exemple. Comment va s'articuler la suite de Cyberpunk par rapport à cette nouvelle trilogie Witcher ? Est-ce que ça sera avant ? Est-ce que ça sera après ? Est-ce que ça sera à mi-chemin ? Ça, on ne sait pas du tout.
en plus, quand on connaît l'historique du studio, on s'inquiète évidemment des conditions de travail des employés, parce qu'on sait que les délais non tenus, c'est la norme, les sorties trop précipitées, c'est la norme. Donc là-dessus, je pense que les salariés, ils doivent être super flippés. Même si ils ont essayé de se stuffer là, nouveau studio, ils sont quand même pas mal au niveau nombre d'employés. Oui, là, c'est clairement un but d'embaucher aussi, d'accroître ta masse salariale. Espérons que ça se passe bien. Oui, et puis on va voir surtout si CD Projekt est capable d'apprendre de ses erreurs, parce que là, ils ont eu l'exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire, donc on va voir maintenant s'ils peuvent s'en sortir par le haut. Donc je crois que j'avais une troisième feuille, mais je m'étais trompé. Il n'y a pas de feuille. Je crois qu'on a fini là-dessus. Donc voilà, le but c'était de faire un point rapide. On l'a dit, c'est quand même très ambitieux, mais ça reste une démarche très investisseur, très thune. Le côté jeu vidéo, le côté ludique, le côté humain aussi avec les salariés, c'était pas vraiment le cœur du projet. Donc on pourra s'en inquiéter. Mais c'est aussi compréhensible qu'ils en aient pas parlé là-dessus, quoi. Parce que c'était la situation, hein, voilà, c'était la prise de parole pour les investisseurs, c'était pas n'importe quoi non plus. C'est marrant, tu vois, j'ai fait un parallèle avec Ubisoft, mais je trouve vraiment qu'il y a ces deux stratégies qui sont similaires. C'est des projets, c'est vraiment la success story. Aujourd'hui, avec un nombre d'employés qui devient conséquent, c'est pas Ubisoft qui est le plus gros employeur du jeu vidéo, mais on va commencer à s'y approcher. Plusieurs studios, du gros staff, des prises de parole avec des annonces à 10 ans, comme Ubisoft, toujours pareil, la peur du leak, des noms de projets, c'est les deux stratégies qui sont pareilles. Il faut savoir que CD Projekt a aussi à cœur d'éditer ces jeux. Ils participent même des fois à la distribution. Ils ont un contrôle total sur le transmédia, sur la distrib et sur l'édition. Ça me rappelle quand même assez Ubisoft. Donc on peut voir que c'est deux paquebots. Alors Ubisoft reste encore le paquebot le plus gros, mais les complications d'Ubisoft peuvent faire écho aux complications futures de CD Projekt, à voir justement l'inertie de dire que voilà, Witcher c'est les 10 prochaines années, c'est Cyberpunk pareil, des nouvelles IP, peut-être une trilogie. Puis le retour aux sources, on l'a dit pour Witcher, on a Ubisoft qui revient avec du Splinter Cell remake, du Prince of Persia Sands of Time remake. On sent que les deux sociétés ont vraiment eu leur image brouillée de manière assez forte sur ces les dernières années. Et là, il faut faire un petit peu amende honorable. Donc là, par contre, Yves Guillemot, lui, est resté à la barre. Il s'est pas mis en retrait. Oui, mais ça, c'est la MIF. C'est la MIF. Merci beaucoup pour ce point. Trop cool, très intéressant. On espère que tout va bien se passer pour les employés. Et nous, on a hâte d'avoir un petit peu plus de biscuits sur le gameplay et sur les jeux, les nouvelles IP. Pourquoi j'essaie de dire ça ? C'est dur, les nouvelles IP. Restez avec nous. Ne partez pas, parce que là, on va dire des trucs de ouf dans 5 minutes. Mais avant, il faut vous encourager à peut-être vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez pour pas rater les prochains épisodes, pour aider un petit peu la visibilité du podcast. C'est l'occasion aussi de faire la bise à Ken, à Damien, à Ludo. À Ken, à Ludo un petit peu plus, parce que un petit peu malade. De vous remercier à vous, parce que vous êtes de plus en plus fidèles, ça fait vraiment plaisir, le format vous plaît. La nouvelle formule de Sur Strike là, a été diffusée pour vous il y a 2 jours, mercredi. Franchement, gros succès, gros lancement, vous avez kiffé. Dites-nous si vous aimez bien cette nouvelle formule. C'est vrai que là, vous avez l'habitude de nous entendre beaucoup tous les deux, mais avec les strikes, vous entendez aussi toute l'équipe. Donc on sait que ça plaît aussi. Et voilà, comme tu l'as dit, il y a Damien, il y a Ken et Ludo qui ont aussi leur vision du jeu vidéo, leur façon de parler, de s'exprimer. Donc c'est cool. Et vous les retrouverez donc du coup tous les 2 mois en alternance avec Soundteams, l'émission qui va décrypter les bandes son de jeux, mais aussi de films. Comme dernièrement Le Seigneur des Anneaux. Tout à fait, et qui a aussi connu un beau succès. Carrément, ça fait super plaisir, et vous êtes restés avec nous, merci jusqu'à la dernière seconde, parce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Et Nico, tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine ? Moi aussi, j'ai envie de savoir de quoi je vais parler la semaine prochaine. On peut pas vendre du rêve là. Non, alors j'avais dit parler de je crois que j'avais dit que j'allais faire un truc sur la critique éventuellement, si j'avais pas d'idée. Donc là, cette semaine, double actualité, je me suis jeté dessus. Donc peut-être que la semaine prochaine, on reviendra sur cette chronique un peu sur la critique. Je vous promets rien, on sait jamais ce qui on joue à des jeux. On joue à un jeu là qu'on parlera dans 15 jours. Mais on peut pas encore vous dire tout. Alors moi, j'ai en toile de fond, je dois finir Diophile Chronicle, il est sur la fin, et je dois terminer Valpro Elysium, le dernier. Des gros dos. Des gros dos, c'est jouable, hein. Le Valpro Elysium, il est plutôt court, mais je vous avoue que le hardship, il m'a vidé. Et j'ai envie un peu, là, il y a le jeu Dakar, tu te fous de ma gueule, mais il y a le jeu Dakar qui est sorti, et il y a le WRC officiel qui sort aussi. Est-ce que je vous ferai pas un truc un petit peu, ça va vous faire fuir, hein. Vous êtes pas fan de jeux de voiture, je sais pas. Je serais pas là, moi. Voilà. Mais tu vois, un truc un peu plus ledge, est-ce qu'il y a un truc intéressant à dire? Fais comme tu le sens, comme t'as envie. Un peu tranquille. Ouais. Allez, est-ce que ça valait pas le coup de rester, franchement? Écoutez, merci Nico, merci à vous, merci à tous. Merci Med. Et à la semaine prochaine.